Voilà, vous suivez Midi chez nous et nous sommes ensemble jusqu'à 12h45. Notre invité, vous l'avez vu à l'entame de cette émission, Monsieur Serge Taïba, qui est formateur en développement personnel et aussi chef d'entreprise et conférencier. Oui. Alors, nous parlons d'argent, ce sont des Oui. choses très sérieuses. Depuis quelques semaines, on en parle et je crois les téléspectateurs réagissent bien Oui, massivement, parce en tout cas. que l'argent, ça intéresse tout le monde. On a parlé de l'intelligence financière, on a parlé de la liberté financière. Et aujourd'hui, on va parler de la façon dont on doit gérer nos dépenses. Mais avant cela, il serait intéressant pour ceux qui n'ont pas eu le privilège de nous suivre, de revenir, de récapituler brièvement ce qui a été dit la semaine dernière. D'accord. La dernière fois, nous avons parlé de liberté financière et on avait dit que pour accéder à la liberté financière, il y avait un parcours. Et voilà. Et donc, je crois que le thème d'aujourd'hui même s'inscrit dans ce parcours-là parce que il faut comprendre que en matière de liberté financière, le défi, l'un des plus gros défis, après le défi de génération de revenus, c'est le défi aussi de nos dépenses. Parce qu'après, quand on génère, il faut pouvoir canaliser, il faut pouvoir contenir ce qu'on a géré. Et donc, quand on n'a pas de bonnes habitudes de dépenses, ça peut être un problème. Donc, on a parlé du parcours. Et on avait dit qu'il fallait avoir un plan de vie, au-delà même d'avoir un plan pour pouvoir accéder à la liberté financière, un plan pour pouvoir générer de l'argent, un plan pour pouvoir s'affranchir en griffe financièrement. Et donc, on avait parlé un peu de ceci, mais je crois qu'il y a d'autres éléments qu'on avait abordés, on ne pourra pas tout dire. Dans les plans, on avait mis aussi les stratégies. Effectivement, qu'il fallait avoir aussi des stratégies, parce que voilà, quand on a fait des plans, il faut mettre des stratégies en place pour pouvoir, je dirais, appliquer ce plan-là, ou je dirais, réaliser le plan qu'on a mis sur pied. Voilà, donc c'était tout ça. Voilà. D'accord. Et là, je veux revenir sur une question avant d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'on a parlé d'être libre de l'argent et on a parlé de la liberté financière. Parce qu'il y a quand même une nuance. Donc, ce que je veux savoir, c'est est-ce que être libre de l'argent garantit notre liberté financière? Je dirais oui et non. Voilà, pourquoi oui, pourquoi non? D'accord, oui, parce que déjà, quand on est libre de l'argent, on a, comme le mot l'indique, on a une certaine liberté. Voilà. Et cette liberté-là, elle est plutôt morale, vous voyez, et c'est important d'avoir cette liberté. Et quand on est libre de l'argent, on n'est pas esclave de l'argent. On n'est pas esclave de l'argent, voilà. Effectivement, on a une liberté morale vis-à-vis de l'argent. On n'est pas tenu par l'argent. Voilà, effectivement, on n'est pas tenu par l'argent. Notre épanouissement ne dépend plus de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas. Tout à fait. Et c'est vraiment très important pour l'épanouissement d'une personne. Et on avait dit que c'était lié en fait à la notion de liberté financière, parce que quand nous avons parlé de ce qu'on appelle la parfaite liberté financière. Bien sûr, il fallait être libre de l'argent, mais ensuite, ça ne suffit pas. Voilà, il faut pouvoir en avoir. Ça ne suffit pas pour atteindre la liberté financière. Voilà, de façon parfaite, parce que quand on est libre de l'argent, c'est sûr qu'avec le temps, si on ne fait rien pour pouvoir avoir de l'argent, bien sûr en abondance, parce qu'il faut en avoir en abondance, c'est là qu'on parle de parfaite liberté financière. Ce n'est pas un piège, l'avoir en abondance? Non, ce n'est pas un piège. Le seul problème, c'est que souvent les gens ne savent pas comment faire pour avoir de l'argent. Ils utilisent des moyens détournés. Et c'est ça qui devient un piège, comme vous l'avez dit. Sinon, ce n'est pas un piège. Je crois qu'avoir de l'argent, c'est une, je dirais, une vision ou un objectif qui est légitime. Parce que l'argent, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir atteindre nos objectifs, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir réaliser nos rêves, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir même manifester notre amour autour de nous. Voyez-vous, un homme qui est marié, qui a sa femme, qui n'a pas d'argent, comment il manifeste son amour auprès de sa femme? Non, il y aura des problèmes. Par des mots, par des poèmes. Non, voilà, on dit on ne vit pas d'amour d'eau fraîche. Donc, bien sûr, l'argent, ce n'est pas la finalité, ou du moins, ce n'est pas, je dirais, indispensable pour vivre. Mais en même temps, il faut comprendre l'importance. Voilà, c'est très important. Je crois que... Et de parler d'autres, ce n'est pas seulement lié à l'homme qui doit toujours manifester ou démontrer son amour à travers les cadeaux, la femme aussi. Oui, en tant que leader du foyer, normalement, a une plus grosse responsabilité par rapport à la femme. Je vous avais donné des statistiques la dernière fois disant que un couple, la plupart des couples se discutent au moins une fois par mois en ce qui concerne les questions de finances. Et souvent, l'argent en tête de liste des causes de conflits conjugaux vient en tête de liste. Vous voyez, donc pour dire que le fait de ne pas avoir de l'argent peut être source de beaucoup de problèmes quand même. Vous voyez, on dit souvent que l'argent est la racine de tous les maux, c'est ça? Souvent, les gens disent le nerf de la guerre même. Voilà, plein de choses. Mais je crois que c'est plutôt l'amour de l'argent. Mais quelqu'un a dit un jour quelque chose qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. Il a dit, c'est le manque d'argent
qui est la racine de tous les maux. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Bien sûr, quand on n'a pas d'argent, ça peut être vraiment la porte ouverte à beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, souvent des maladies, plein de choses. Et donc, il faut en avoir. D'accord. Donc, si vous voulez en avoir, suivez donc cette émission Pourquoi pas. tous les mercredis. Suivez Midi chez nous. C'est sûr, on vous donnera beaucoup de conseils qui vous permettront de bien gérer votre argent et surtout les dépenses. Justement, parlant de la gestion de ces dépenses, comment est-ce qu'on peut situer cela dans le contexte de la liberté financière, sinon dans le contexte du parcours de la liberté financière. Effectivement. J'ai dit tout à l'heure en entrée de jeu que le défi des dépenses était l'un des défis les plus importants, juste après le défi de la génération de revenus. Vous voyez, on a parlé de déjà acquérir cette liberté morale là par rapport à l'argent, c'est important. Après, il faut penser en avoir. Et quand on a, après, il faut pouvoir maintenant canaliser, il faut pouvoir gérer, il faut pouvoir contenir tout ce qu'on a reçu. Et ensuite, penser à fructifier. Mais gérer les dépenses, c'est un défi qui est, je dirais, très important. Si, quelle que soit la quantité d'argent qu'on essaie d'amasser, qu'on essaie de rentabiliser, si on n'a pas un bon système de dépenses, je ne dirais même pas de gestion. Parce qu'il y a la gestion et il y a les dépenses. C'est deux choses différentes? C'est deux choses différentes, bien sûr. Les dépenses, en fait, ça va venir, on va forcément être amené à sortir de l'argent. Mais si on n'a pas une bonne culture de dépenses, on peut avoir des problèmes. La culture de dépenses, comment est-ce qu'on l'acquiert? Je veux dire dépenser utilement. Ou je dirais dépenser utilement et efficacement. À ce niveau-là, ce que j'ai envie de dire, je vais dire quelque chose que je dis souvent dans la plupart de mes conférences. Je dis aux gens, ne dépensez plus, commencez à investir. Quand je dis ça, tout de suite, quelqu'un est en train de dire non, ça veut dire que je ne dois plus payer mes factures, je ne dois plus faire face à mes charges. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est transformer toutes les dépenses qu'on a en investissement. Et quand on se met dans cette dynamique, tout ce qu'on fait comme sortie d'argent n'est plus des dépenses, n'est plus juste une dépense, mais ça devient un investissement. Mais comment est-ce qu'on arrive justement, c'est là où le problème se pose, comment est-ce qu'on arrive à transformer tout ce qu'on a en investissement? Oui, toutes les dépenses en investissement. Voilà, il faut qu'on essaie d'être plus réaliste, M. Serge Taïba. Je comprends. On est dans ce monde, vous avez tout à l'heure parlé de factures qu'on doit régler, vous avez, on parle de l'entretien, de la maison, il y a des dépenses qui s'imposent à nous, on doit vivre. Mais comment cet argent qui doit servir? D'accord, je vous laissez-moi définir ce que j'appelle un investissement. Allez-y. Un investissement, c'est toujours une sortie d'argent. Vous D'accord. voyez, quand on parle d'investissement, c'est une sortie d'argent. Une dépense, c'est une sortie d'argent. Mais la différence entre la dépense et l'investissement, c'est que l'investissement nous amène un retour. Vous voyez, et nous amène une valeur ajoutée. Vous voyez, et quand on investit, c'est pour avoir un retour. Généralement, les gens dans leur vie, ils font des sorties d'argent, mais ils ne se posent même pas la question de savoir, mais est-ce que cette sortie d'argent me donne un retour? Quand ça donne un retour, c'est un investissement. Quand ça ne donne pas de retour, c'est une dépense. Je vous prends un cas banal. Moi, quand je fais un cadeau à mon épouse, c'est une dépense, comme tout autre. Mais le problème, c'est que quand je fais le cadeau à ma femme, après, j'ai la paix dans mon foyer. Ma femme est contente. Elle me donne une atmosphère propice à mon épanouissement, à mon développement et puis à ma productivité. J'ai investi. Il y a un retour. Où est-ce que je veux dire? Quand je pars et que j'achète une voiture, si par exemple je roulais dans les transports en commun et que j'avais un certain budget de transport dans le mois, quand je vais acheter une voiture, je ne vais pas acheter une voiture qui va m'augmenter mon budget jusqu'à 3 fois. Ce n'est pas intelligent. Vous voyez? Ça devient un investissement à partir du moment où j'achète une voiture qui réduit en fait mon budget de transport dans le mois. C'est intelligent de fonctionner comme ça. Je ne suis pas en train de faire des dépenses, mais je fais des investissements. Vous voyez? Et ça, c'est très subtil. On ne fait pas attention, mais dans notre culture de dépenses, on ne tient pas compte de ces choses. Et chaque fois qu'on fait des sorties d'argent, on ne se rend pas compte, mais c'est juste des dépenses. Moi, j'ai décidé de ne plus dépenser, j'ai décidé d'investir. D'accord, on est bien d'accord. En tout cas, les exemples que vous avez donnés sont vraiment parlants. Mais je veux dire, si par exemple, moi, je me lève aujourd'hui et je décide de gérer mes dépenses de façon drastique, par quoi je commence? Déjà, il faut commencer par vos besoins. J'ai expliqué ici à une des émissions que j'ai dit que dans l'ordre de priorité des dépenses, il y avait d'abord nos obligations. Je n'ai pas eu l'occasion de bien détailler ça, mais il y avait d'abord les obligations, ensuite les besoins, et ensuite, je dirais, nos désirs ou les objets de nos désirs. Les obligations, c'est ce qui s'impose à nous.
Dans la vie de toute personne, il y a des obligations. Par exemple, vos factures, c'est des obligations. Vous n'avez pas le choix. Vos impôts, c'est des Et là, obligations. c'est un investissement aussi. Est-ce que ça peut être considéré comme un investissement? Oui, bien puisqu'on sûr. ne nous coupera pas Bien sûr, on ne nous coupera pas notre notre facture, c'est un investissement. par exemple? Et la réalité, c'est qu'on a consommé pour. Donc, c'est pas... En fait, je veux dire, c'est même pas une dépense, c'est un investissement parce qu'on a consommé pour. On a consommé. Voilà, donc c'est même pas une dépense encore toujours. Donc, d'abord nos obligations, loyer, factures, je sais pas encore, les taxes, et les impôts et tout, c'est des obligations. C'est des charges, c'est ce qu'on appelle les charges fixes. Vous comprenez? Et ça, c'est vos obligations. Voilà pourquoi certaines personnes n'ont pas de priorité. Est-ce que c'est aussi, par exemple, une obligation quand la maison dans laquelle vous vivez est un peu plus au-dessus de vos revenus? Bon. Je veux dire, si vous avez par exemple un salaire de 400 000 francs, que vous allez vivre dans une maison de 200 000 francs, c'est un investissement ou c'est une mauvaise dépense? C'est une mauvaise dépense, voilà. C'est vraiment une mauvaise dépense. Il faut tenir compte. Hein. De toute façon, je ne sais pas. Bien sûr, peut-être que la personne a un salaire de 400 000, peut-être qu'elle a d'autres revenus, on ne sait pas. Voilà. Mais si vos revenus sont moins que ce que vous avez comme charge, il y a un problème. On est d'accord? Bien sûr. Voilà, à ce niveau-là, ce qu'il faut faire, soit vous réduisez vos charges, ce n'est pas la seule option, ou bien vous choisissez d'augmenter vos revenus. Voilà, j'ai l'habitude de dire que, en fait, le niveau de vos charges, normalement, ce n'est pas ce qui est à la base de vos difficultés financières. Il y a aussi votre incapacité à pouvoir générer plus de revenus. Voilà, donc ce n'est pas juste une question de réduire ses charges, mais il faut penser aussi à augmenter ses revenus. Ça, c'est une possibilité. Et voilà. si on n'a pas, par exemple, l'occasion de le faire, on n'a pas l'opportunité d'augmenter ses Oui, naturellement, revenus. il faut penser à réduire ses charges, simplement. À réduire ses charges. Voilà, réduire ses charges. Moi, personnellement, ce que je fais, généralement, quand je suis confronté à ce genre de situation, je ne pense pas à réduire mes charges. Parce que je m'en sers, en fait, comme des sources de motivation. Généralement, moi, j'ai besoin de souvent des défis pour pouvoir aller de l'avant. Donc, personnellement, c'est ce que je fais. Comment on appelle ce genre de personnes? On appelle, c'est lié un peu à un tempérament. Il y a certainement, oui. c'est pas une appellation marketing, mais bon. Bon, enfin, moi, je ne sais pas vraiment, mais bon, je pense que c'est des personnes qui aiment beaucoup les défis, qui aiment beaucoup tout ce qui est challenge. Et ça, c'est mon cas. Et bon, je pense que tout le monde n'est pas comme ça. Mais donc, si vous n'avez donc pas... de votre côté, c'est toujours bienvenu les difficultés. Oui, c'est toujours bienvenu parce que ça me permet de me propulser. Et j'en ai souvent besoin pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Et je pense que tout le monde devrait pouvoir avoir au moins cette approche-là. Ça emmène loin. Voilà. Et la plupart des gens j'ai l'habitude de le dire, qui vont loin dans la vie, sont des personnes qui ont connu certainement beaucoup de défis. Et c'est très important dans la vie d'une personne. Voilà. Voilà. Et ça nous emmène à ne pas avoir nos regards fixés et figés sur nos difficultés, parce que plus vous les regardez, plus ils grandissent. Ils grandissent et puis après, ça vous tétanise, vous ne bougez plus. C'est clair. Voilà. Il faut vous concentrer sur ce que vous pouvez faire, pas sur ce que vous ne pouvez pas faire, ou même pas sur ce que vous n'avez pas. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment important. D'accord. Voilà. Et quand on parle de dépenses, on peut parler aussi de l'endettement. Oui, merci de le dire, parce qu'il y en a même qui vont jusqu'à dépenser ce qu'ils n'ont pas. Oui, c'est un fond. Donc, s'endetter, c'est dépenser ce qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a pas. Vous voyez, et c'est vraiment dommage. Et c'est ce que j'appelle des mauvaises dettes. Vous voyez, parce qu'il y a les bonnes dettes, il y a les mauvaises dettes. Ah, d'accord. Voilà. Une mauvaise dette, c'est une dette, quand vous dépensez quelque chose déjà que vous n'avez pas. Je sais que notre système économique d'aujourd'hui nous permet de pouvoir avoir des crédits pour avoir certaines choses et tout. Mais le problème, c'est qu'il faut comprendre que ce n'est pas une bonne dette. C'est une mauvaise dette. Et quand une dette est mauvaise, ce qu'il faut faire, soit on le fait, mais vraiment de façon assez... comment je peux dire ça? Peut-être que si on doit, par exemple, contracter une dette, c'est pour quelque chose de bien précis. De rentable. Ou qui peut justement, quelque chose de rentable qui peut nous aider. C'est ce qu'on appelle une bonne dette. Voilà. On utilise en fait la dette comme levier. Justement, est-ce qu'elle peut être, je veux dire, on peut la prendre pour l'achat, par exemple, d'une maison? Pourquoi pas? C'est bon de le faire? Pourquoi pas? En fait, ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut s'endetter pour des choses qui augmentent en valeur. Vous voyez, par exemple... On peut le faire pour une voiture aussi? Une voiture n'augmente pas en valeur avec le temps. C'est dommage, mais bon. Si quelqu'un pense qu'aller acheter une voiture, mais ça n'augmente pas en valeur. Ça, c'est prouvé. Donc, aucune voiture n'augmente en valeur avec le temps. Quand vous achetez une voiture, quand elle sort même de chez le concessionnaire, et même les minutes qui suivent, elle n'a plus la même valeur. Donc, c'est pas un investissement. C'est pas un investissement. Voilà. Et c'est pas une bonne dette. D'accord. C'est pas une bonne dette. Donc, voilà. il y a de bonnes dettes, vous l'avez dit, et de mauvaises dettes. Comment on fait pour reconnaître les mauvaises dettes et puis comment on fait pour s'en débarrasser? Déjà, il faut savoir que, comme j'ai dit, c'est comme ça qu'on reconnaît les mauvaises dettes. Quand une dette, vous endettez de quelque chose qui n'augmente pas en valeur, il y a un problème. Vous endettez juste pour des gadgets.
Vous en mettez juste pour un costume, pour une chaussure. Bien sûr, c'est une condition peut vous y contraindre. Je ne dis pas qu'il faut carrément stopper, non. Mais il faut comprendre cette notion-là et faire vraiment, je dirais, le ménage à ce niveau-là. Ça peut arriver hein, qu'on s'endette pour des chaussures, c'est arrivé à tout le monde. Et une chaussure, et surtout, un vêtement là. On le mais il disait faut même pas en faire. À cette émission, si le travail, par exemple, vous le recommande. Pourquoi pas? Voilà. Parce que c'est aussi un investissement. Par exemple, vous êtes commercial, oui. Vous avez besoin d'avoir une apparence très soignée. Vous n'allez pas vous présenter tout le temps dans la même entreprise avec la même chemise de laver sous prétexte que vous investissez ou que vous économisez de l'argent. Donc, il faut pouvoir faire bonne impression, il faut pouvoir se mettre de très bons parfums, des parfums enfin, de valeur. Oui, je suis d'accord, mais il faut ça peut vous permettre... L'habit fait le moine aujourd'hui dans cette société. Oh, si vous voulez. Je ne suis pas trop d'accord avec, mais bon, je pense ça comme vous l'avez dit. Mais je pense qu'il faut vraiment garder certaines proportions dans ces choses-là parce que quand ce n'est pas contrôlé, ça va dans tous les sens. Vous voyez, il faut comprendre que moi, déjà, je pense que on peut, avec très peu de moyens, même matériels, avec ce qu'on a déjà, on peut déjà faire beaucoup de choses. Voilà. Par exemple, le cas du commercial. Je pense que les entreprises ne sont pas forcément focalisées sur ce que vous portez. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité, hein, il y en a pour toutes les bourses en matière de vêtements, il y en a pour toutes les bourses. Donc, il y a la possibilité, pourquoi ne pas aller chercher une bourse qui vous convient pour vous vêtir ou bien pour avoir ce que vous voulez. Hein. Mais il y a certaines entreprises où quand vous allez échanger avec le directeur général ou peut-être le responsable de la communication, après votre entretien, c'est-à-dire que vous venez avec toutes les convictions possibles, tous les arguments possibles, et enfin de vous raccompagner pour voir dans quelle voiture vous monterez. Oh oui, c'est dommage que la société nous ait mis dans ce canevas-là. C'est dommage, je dis c'est dommage parce que... non, la compétence ou la valeur d'une personne ne doit pas se voir au matériel qu'il a. C'est une très mauvaise conception parce qu'il y a des personnes qui ont toutes ces choses-là mais qui n'ont aucune valeur. Il y a des personnes clair. Oui, je veux dire, honnêtement, ça n'a pas de sens, quoi. C'est dommage que, effectivement, vous l'avez dit, c'est une réalité. C'est ce qu'on voit généralement dans certaines situations, mais c'est dommage. Et on peut se tromper. On se trompe toujours, en général même. Voilà, on se trompe en général. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que de regarder qu'est-ce qu'il a pour savoir qu'est-ce qu'il vaut. Qu'est-ce qu'il vaut. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je n'ai pas le temps de développer cet aspect-là, mais ça n'a pas de sens. On aura certainement l'occasion pour un sujet bien spécifique. Voilà. D'accord. Alors, on va vous donner l'occasion de respirer un tout petit peu. Merci. Nous allons partir pour une variété musicale. Herman Boye.